Aujourd'hui, notre cours est intitulé Les bases physiques de l'échographie. Les objectifs de ce cours: expliquer la propagation des ultrasons dans un milieu biologique, discuter le choix de la fréquence ultrasonore, définir la piezoélectricité directe et inverse, reconnaître les différents principes d'échographie, discuter le rôle de chaque composant d'une sonde ultrasonore et distinguer les deux modalités d'échographie Doppler. On va suivre le plan suivant. Premièrement, les propriétés physiques des ultrasons. Deuxièmement, émission et détection des ultrasons. Troisièmement, description d'une sonde ultrasonore. Et quatrièmement, les différentes applications médicales, à savoir l'échographie amplitude, l'échographie bidimensionnelle, l'échographie temps-mouvement et l'échographie Doppler. Donc, c'est une technique d'imagerie qui est caractérisée par une excellente résolution. Elle est invasive et elle a connu un progrès dans l'appareillage. Les domaines d'application des ultrasons, donc essentiellement l'échographie B, donc c'est une image bidimensionnelle, et le mode Doppler avec étude des débits sanguins, et l'échographie temps-mouvement qui étudie les mouvements des structures. Par définition, l'onde ultrasonore, c'est une vibration mécanique, c'est-à-dire il y aura transport d'énergie sans transport de matière, et la propagation va se faire dans un milieu matériel. La fréquence ultrasonore est supérieure à 20 kHz et il s'agit dans ce cas d'ondes acoustiques inaudibles. On distingue deux types d'ondes, les ondes longitudinales et l'onde transversale. Les fréquences utilisées en médecine, c'est entre 1 MHz et 20 MHz. Les ondes longitudinales, c'est la vibration des particules. Dans ce cas, elle est perpendiculaire au sens de propagation. La perturbation élémentaire d'une particule est une compression suivie d'une dilatation. Pour les ondes transversales, dans ce cas, la vibration des particules est parallèle au sens de propagation. En médecine, on va utiliser des ondes longitudinales. Dans un milieu homogène, les ultrasons sont caractérisés par un haut degré de directivité, c'est-à-dire la propagation est rectiligne, puis le faisceau ultrasonore diverge, c'est-à-dire c'est un phénomène de diffraction. La partie rectiligne est appelée zone proximale, dont la taille est proportionnelle à la fréquence et au diamètre du faisceau au carré. Donc vous avez la zone proximale, la partie rectiligne, et par la suite, il y aura le phénomène de diffraction. La longueur de cette partie rectiligne est proportionnelle à la fréquence et proportionnelle aussi au diamètre au carré du faisceau. La célérité, c'est la vitesse de déplacement de l'onde ultrasonore. Elle dépend du milieu. Elle est inversement proportionnelle aux racines carrées de la compressibilité et de la masse volumique. Dans les tissus mous, la célérité est égale 1500 mètres par seconde. L'impédance acoustique notée Z, c'est la résistance du milieu à la propagation des vibrations. Z, elle est égale masse volumique ρ multiplié par la célérité. Vous avez donc sur ce tableau les différents milieux, l'air, poumon, eau, tissu mou, os et acier, la célérité et l'impédance dans chaque milieu. Vous remarquez que la célérité et l'impédance dans les milieux aériques sont les plus faibles. Dans les parties molles, tissu mou ou bien l'eau, la célérité et les impédances ont des valeurs intermédiaires, et dans l'os, ça sera les valeurs les plus élevées. L'intensité ou bien puissance acoustique surfacique, donc c'est une énergie par unité de surface et par unité de temps. Elle est notée en watts mètre moins 2. Le rapport des puissances W1 et W2 exprimé en décibels. En effet, le nombre de décibels égale 10 logarithme décimal de W1 sur W2. L'atténuation et notion d'absorption.
en effet, la vibration des particules est sous l'action des forces de frottement. Ainsi, il y aura, lors de transmission de l'onde sonore, une perte d'énergie. La diminution de la puissance surfacique obéit à une loi exponentielle et la puissance acoustique surfacique au niveau d'un point X égale la puissance acoustique surfacique initiale de départ multipliée par exponentielle moins kx. K, c'est le coefficient d'atténuation qui est proportionnel à la fréquence. Donc, si la fréquence augmente, la pénétration des ultrasons diminue. En conséquence, lorsqu'on va explorer un organe profond, l'abdomen, pelvis, ainsi de suite, donc il faut utiliser une basse fréquence de l'ordre de 3,5 à 5 MHz. Alors que pour un organe qui est superficiel, thyroïde ou bien ça, on va utiliser des fréquences qui sont élevées. Toujours, on a intérêt à utiliser des hautes fréquences. Pourquoi? Tout simplement parce que la zone proximale va avoir sa taille est proportionnelle à la fréquence. Et dans cette zone proximale, le faisceau est rectiligne et vous allez avoir une meilleure résolution. Voici deux cas d'une échographie abdominale au niveau hépatique. Et vous voyez donc la différence en utilisant une basse ou bien une haute fréquence. Donc, si la fréquence est basse, 3,5, vous me remarquez que les échos sont plus intenses dans les parties profondes. Parce que le phénomène d'atténuation, dans ce cas, est moins par rapport à une fréquence plus élevée. Maintenant, les phénomènes au niveau des interfaces. Une interface, donc c'est une surface qui sépare deux milieux ayant des impédances différentes. Donc, si je considère la puissance acoustique surfacique WI, c'est la puissance incidente. Donc, au niveau de l'interface, il y aura une partie de cette puissance qui sera réfléchie selon un angle qui est égal à l'angle d'incidence, alpha égale bêta, et une partie de cette énergie puissance incidente sera transmise. On définit le coefficient de réflexion, qui est la puissance acoustique surfacique réfléchie par rapport à celle incidente, et le coefficient de transmission, c'est-à-dire la puissance acoustique surfacique transmise par rapport à la puissance acoustique surfacique incidente. Ainsi, on démontre que le coefficient de réflexion R égale la différence des impédances au carré sur la somme des impédances au carré. Et le coefficient de transmission, c'est 4, le produit des impédances sur la somme des impédances au carré. Donc, on déduit que le coefficient de réflexion augmente lorsque vous allez avoir une différence d'impédance importante. Dans ce cas, la majeure partie de la puissance acoustique surfacique sera réfléchie et une portion faible qui sera transmise. Quelles sont les conséquences? On a dit que l'angle alpha d'incidence égale l'angle bêta de réflexion. Or, l'information étude est l'onde réfléchie. C'est cette information qui sera captée par la sonde et qui sera par la suite traitée pour générer une courbe ou bien pour construire une image. Donc, l'onde réfléchie doit être captée par l'émetteur qui est lui-même l'émetteur, qui est la sonde qui est ultrasonore, c'est elle-même qui joue à la fois le rôle d'émetteur et de récepteur. Autrement dit, il faut que l'angle d'incidence ou bien le rayon d'incident coïncide avec le rayon réfléchi. C'est-à-dire, il faut que l'angle alpha égale bêta, il doit être égal à 0. Deuxièmement, on a dit que le coefficient de réflexion augmente lorsque la différence d'impédance augmente. Pour cela, il faut mettre un gel entre la sonde et la peau. Donc, il faut éliminer l'air parce que l'impédance de l'air est très différente de celle de partie molle. Dans ce cas,
pour cette interface, vous allez avoir la majeure partie de l'onde ultrasonore ne peuvent pas traverser les parties molles. Donc, la totalité des ultrasons seront réfléchis. Donc, il faut éliminer cette couche d'air en mettant une couche mince de gel. Donc, le gel va jouer le rôle d'un adaptateur d'impédance. Maintenant, on va voir le phénomène de diffusion et de diffraction. Donc, chaque particule, lorsqu'elle reçoit les ondes ultrasonores, elle-même va jouer le rôle d'une particule vibrante. Donc, elle va se comporter à son tour comme une nouvelle source et il va émettre des ondes ultrasonores dans toutes les directions. La diffraction est d'autant plus grande lorsque la taille de la particule vibrante est égale à la longueur d'onde des ultrasons. Donc, chaque particule, voilà, il va vibrer et il va émettre des ultrasons. Maintenant, quelles sont les informations qu'on va recevoir pour former le signal qui va être traduit soit en image, soit en une courbe. Donc, vous avez la sonde, c'est un transducteur qui va jouer le rôle d'un émetteur. Donc, au niveau des interfaces, vous allez avoir des ondes réfléchies. Pour les petites particules qui vibrent, on va avoir donc des ultrasons des rétrodiffusés. Donc, le réfléchi et le rétrodiffusé, tous les deux vont être détectés par le même transducteur pour former l'image ou bien une courbe. Donc, la sonde, le transducteur, elle est à la fois émetteur et détecteur. Le signal qui provient des interfaces est à l'origine des grandes lignes de l'image, des contours, etc. Par contre, le signal qui provient des petites structures est à l'origine de détails fins de l'image. Maintenant, on va voir le principe d'émission et de détection des ultrasons. Donc, le principe est basé sur la piézoélectricité qui est produite par un cristal de quartz. Donc, la piézoélectricité, elle peut être directe. Dans ce cas, le cristal, suite à une variation de pression, traction, pression, ainsi de suite, il y aura apparition de charge électrique au niveau des deux surfaces. Donc, pour une variation rapide de pression, on va avoir des charges positives d'un côté, des charges positives de l'autre côté, et vice versa. Donc, on va apparaître un courant alternatif. Donc, c'est le principe sur lequel se base la détection. Le cristal va recevoir les ondes ultrasonores, il va vibrer et il va produire un courant, un signal électrique. Et ce signal, par la suite, va être décodé pour former l'image ou bien une courbe, ainsi de suite. La piézoélectricité indirecte ou bien inverse. Dans ce cas, le cristal, lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel alternative au niveau des deux surfaces, il va vibrer. Autrement dit, il va produire des ultrasons. Donc, c'est le principe d'émission. Une DDP de fréquence élevée, le cristal vibre et il va émettre des ondes ultrasonores. Les ultrasons qu'on va utiliser en médecine sont produits par des transducteurs ultrasonores et ces transducteurs vont jouer alternativement le rôle d'émetteur et de récepteur. Il faut savoir que le phénomène piézoélectrique peut être naturel. Il est obtenu à partir des cristaux de quartz
ou bien on peut avoir de la piézoélectricité induite, ou bien ferroélectricité, qui est produite par des céramiques. Exemple, le titanate de barium ou bien le titanate zirconate de plomb. Voici le transducteur qui va jouer le rôle d'un émetteur, mais aussi d'un récepteur. Et il va jouer ce rôle d'une façon alternative. Entre deux émissions, le transducteur joue le rôle d'un récepteur. Maintenant, on va voir la description d'une sonde ultrasonore. Donc, il est composé de la pastille piézoélectrique, un amortisseur derrière et une lentille acoustique. Quel est le rôle de chacun? Donc, la pastille piézoélectrique, c'est l'élément actif de la sonde pour produire des ultrasons ou bien pour transformer les ondes ultrasonores en signal électrique. L'amortisseur, donc, il va amortir les mouvements de la pastille au cours de la réception. Donc, on va avoir une amélioration de la résolution en profondeur. C'est quoi la résolution en profondeur? Par définition, c'est la plus faible distance qui doit séparer deux structures situées sur l'axe parallèle à la direction de propagation et pouvant être discernées par la sonde. Donc, vous avez la sonde, l'axe de propagation, c'est ce sens. Donc, c'est la plus faible distance qui doit exister entre deux points situés sur cet axe. Donc, vous avez ici un cas pour expliquer le rôle de l'amortisseur. Donc, si voici un objet réfléchissant, petite structure, si la réception est parfaite, on doit obtenir un ray, mais en l'absence d'un amortisseur, vous allez avoir un signal sous cette forme qui est amorti d'une façon exponentielle avec des vibrations. Et si on va mettre un amortisseur, ces vibrations de faible amplitude vont être éliminées. Ainsi, lorsque vous allez avoir deux objets réfléchissants, donc, en l'absence d'amortisseur, le signal provenant de chaque structure, en l'absence d'un amortisseur, donc vous allez avoir, les deux signaux vont être confondus, on ne peut pas les distinguer. Par contre, en présence d'un amortisseur, la courbe en bleu, vous allez distinguer l'écho provenant de chaque structure. Donc, vous avez ici, par exemple, 4 objets. Vous remarquez les images pour ces deux objets, donc, sont bien discernées, alors que pour ces deux objets, la distance entre eux est courte, donc vous allez avoir deux images qui sont confondues. Maintenant, la lentille acoustique. Son rôle, c'est de converger le faisceau ultrasonore vers un foyer qu'on appelle la tâche focale. Donc, à ce niveau, vous allez avoir un faisceau fin. Son rôle, c'est d'améliorer la résolution latérale. Par définition, c'est la plus faible distance qui existe entre deux structures situées sur un axe, dans ce cas, perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde ultrasonore. Donc, la résolution latérale, c'est la distance qui sépare deux points sur un axe perpendiculaire. La résolution en profondeur, la distance entre deux points parallèles à l'axe de propagation. Voici 3 points ici, au niveau de la tâche focale. Donc, les images sont bien discernées, alors que si on s'éloigne de la zone focale, les images des 3 objets vont être confondues. Quelle est l'électronique associée à la sonde? Donc, il y a un générateur d'impulsion électrique à une fréquence F. Il y a aussi une électronique dédiée à détecter ces échos et amplifier les échos provenant des zones profondes. Ensuite, ces échos vont être visualisés sur un écran et il faut une horloge qui va synchroniser l'ensemble de ces tâches. Quelles sont les applications médicales? On va commencer par l'échographie grand A, c'est-à-dire amplitude, ou bien
c'est l'échographie unidimensionnelle. Dans ce cas, on va explorer une seule direction. Les résultats vont être représentés sous forme d'une courbe de l'énergie acoustique réfléchie en fonction du temps sur un écran d'oscilloscope. Donc, voici un exemple. Vous avez la première interface à l'entrée. Donc, on va avoir un pic dont la hauteur est proportionnelle à la puissance acoustique réfléchie. Un second pic lorsque l'onde ultrasonore rencontre une interface. La distance, ou bien le temps qui sépare deux pics, correspond donc à une profondeur donnée, telle que 2 fois la distance entre ces deux points, à l'entrée et cette interface, donc 2 fois cette distance, égale la célérité multipliée par le temps. Bien entendu, pourquoi il y a 2x? Parce que l'onde ultrasonore doit faire le parcours aller-retour. Parce qu'on est en train de détecter les ondes réfléchies. Les applications, c'est de faire des mensurations, soit oculaires, soit cérébrales. On passe à l'échographie grand B. Donc, le mode B, c'est brillance. Dans ce cas, il s'agit d'une image bidimensionnelle qui est obtenue par un balayage d'un plan de coupe. Donc, on va avoir un plan de coupe avec plusieurs points lumineux qui vont être représentés sur un écran TV avec une échelle de gris. Et la brillance d'un point est proportionnelle à l'énergie réfléchie. On va obtenir pour chaque point, donc on va déterminer sa position homothétique par rapport à l'interface ayant donné l'écho. Donc chaque point va avoir une luminosité proportionnelle à l'énergie réfléchie. Bien entendu, si le balayage est rapide de ce plan de coupe, on va avoir une construction instantanée de plusieurs plans. Lorsque vous allez déplacer la sonde d'un point à un point, donc pour chaque point au niveau de la peau, c'est un plan de coupe. Et en déplaçant la sonde d'un point à un point, c'est facile d'avoir une représentation tridimensionnelle. Bien entendu, c'est une représentation mentale. Le balayage pour obtenir ce plan de coupe peut être mécanique. Donc, voici un balayage d'un champ sectoriel. On peut obtenir un champ rectangulaire aussi. Le balayage est mécanique. Bien entendu, la sonde ou bien le transducteur va faire le mouvement aller-retour avec une cadence bien déterminée pour avoir une fluidité. Mais aussi, le balayage peut être électronique. Dans ce cas, le transducteur ou bien la barrette ultrasonore est composée de 100 petits transducteurs contigus et ces différents transducteurs vont jouer le rôle d'émetteur et de récepteur et ils vont fonctionner par groupe. Par exemple, ici, un groupe de 8. Donc, au temps initial, sont les 8 premiers transducteurs qui fonctionnent, émission, réception, puis juste après la réception, c'est le deuxième groupe qui va fonctionner. Donc, le deuxième groupe est composé du deuxième jusqu'au 9e, ainsi de suite. Donc, l'image va être constituée ligne par ligne. Voici l'exemple. Donc, avec un balayage ligne par ligne. La focalisation peut être faite soit par une lentille acoustique, soit d'une façon électronique, grâce à des lignes de retard. Donc, si je prends le cas d'un seul transducteur, le faisceau est rapidement très divergent.
pour un ensemble de transducteurs, l'un à côté de l'autre. Vous allez avoir une onde à peu près plane, peu divergente. Donc c'est la somme de plusieurs faisceaux. Comment focaliser le faisceau? Donc c'est grâce à des lignes de retard qui sont décalées dans le temps. C'est-à-dire les transducteurs qui sont les plus extrêmes sont en avance par rapport aux transducteurs qui sont dans la partie centrale. Et ces lignes de retard, donc, vont jouer le rôle de décaler l'émission ou bien les réceptions en passant des transducteurs au niveau de la partie moyenne vers les transducteurs dans la partie périphérique. Ainsi, vous allez avoir un faisceau mince au niveau de la partie centrale. Donc, le faisceau sera convergent. Voici l'illustration. Un faisceau mince au niveau de la partie centrale. Donc, c'est le point d'intersection des différents fronts d'onde. Quelles sont les bases de la sémiologie de l'échographie B? Donc, les contours peuvent correspondre soit à une interface. Donc, c'est une interface, c'est une surface qui sépare deux milieux de Z différentes, soit à une paroi qui est une structure réfléchissante. La texture. Donc, elle peut être soit échogène. Dans ce cas, l'énergie réfléchie est différente de zéro. Elle caractérise les milieux solides. Et cette texture, elle peut être soit homogène, soit hétérogène. La structure est dite anéchogène lorsque le réfléchi est égal à zéro. Elle caractérise les milieux liquidiens tels que vésicule biliaire, la vessie, une kyste. En effet, il n'y a pas d'interface au niveau de cette partie liquidienne, donc il y a un vide acoustique, réfléchi égale 0. Et on trouve sur l'image un renforcement des échos plus profonds, des échos distaux. Pourquoi? Parce que au niveau de la partie liquidienne, il n'y a pas d'absorption. Donc l'énergie qui arrive juste après, c'est une énergie plus élevée par rapport aux deux côtés, et on va avoir un renforcement des échos distaux. Une calcification, donc l'onde dans ce cas est totalement réfléchie, R égale à 1. Donc sur une image, on va avoir un liseré hyper échogène. Et après, étant donné qu'il n'y a pas de l'énergie qui passe, on va avoir une partie sombre. C'est un qu'on l'appelle cône d'ombre postérieur. Passons à l'autre application, c'est l'échographie temps mouvement. Donc on va explorer une seule direction et le long d'une seule et même ligne d'exploration, on va représenter les échos réfléchis en fonction du temps pour observer leur cinétique. Donc, pour chaque point traversé par le faisceau, ça va être une représentation en fonction du temps. Bien entendu, pour un point fixe, en fonction du temps, vous allez obtenir une droite. Pour un point mobile, vous allez obtenir une courbe qui caractérise le mouvement de ce point. Donc l'intérêt, c'est d'étudier les mouvements des valves cardiaques. Voici un exemple d'une échographie cardiaque en mouvement. Donc vous voyez les mouvements ici des parois cardiaques. Maintenant, passons à la dernière application qui est l'échographie Doppler. Le principe
la variation de la fréquence, delta F, entre l'onde émise, qu'on va noter F0, et l'onde reçue F1, lorsqu'il y aura déplacement relatif du récepteur par rapport à l'émetteur. Donc, il y a un changement de fréquence. Par exemple, si votre émetteur ici est fixe et le récepteur il est fixe, donc la fréquence émise va être égale à la fréquence reçue. Dans ce cas, delta F égale 0. Par contre, si vous avez un émetteur qui est fixe et vous avez un récepteur qui s'éloigne, dans ce cas, la fréquence F1 reçue va être plus faible que la fréquence F0 émise. Dans le cas où le récepteur se rapproche, dans ce cas, F1 reçu va être supérieur à la fréquence F0 émise. Donc, cette variation de fréquence delta F, on démontre qu'elle est égale 2 fois la fréquence d'émission F0 multiplié par la vitesse de déplacement du récepteur divisé par C qui est la vitesse de déplacement de l'onde ultrasonore. Supposons que le récepteur, qu'on va noter ici M, se déplace suivant une direction qui n'est pas parallèle à celle de l'onde ultrasonore. Dans ce cas, il faut tenir compte de la vitesse apparente. Ainsi, delta F va être égal 2 fois la vitesse apparente sur C. Et la vitesse apparente, c'est la vitesse réelle du récepteur cosinus θ. En pratique, delta F, fréquence Doppler, égale 2 fois F0 multiplié par la vitesse de déplacement du récepteur, qui est ici une globule rouge, multiplié par cosinus θ sur C. θ, c'est l'angle entre la fréquence d'émission, la direction de l'onde ultrasonore, c'est-à-dire par rapport à l'axe de déplacement de votre récepteur. Bien entendu, pour que delta F soit différente de 0, il faut que cos θ soit différent de 0. Autrement dit, il faut que θ soit différent de 90 degrés. Autrement dit, il faut maintenir la sonde d'une façon oblique pour avoir une détermination correcte de cette fréquence Doppler. C'est pas comme en échographie B. On a dit que la sonde est perpendiculaire à la structure étudiée. Ici, elle doit être inclinée. Il y a deux modalités. Il y a le Doppler continu. Le principe, il y a deux transducteurs. L'un va jouer le rôle d'un émetteur, l'autre va jouer le rôle d'un récepteur. Les deux, émetteur et récepteur, fonctionnent en continu. Donc, l'émission est continue. La réception aussi est continue. La fréquence delta F que vous allez recevoir représente une moyenne, c'est-à-dire, elle ne tient pas compte de la variabilité de la vitesse dans une section du vaisseau. Donc, vous allez recevoir un signal moyen. Donc, le résultat pour une artère, la vitesse systolique est supérieure à la vitesse diastolique. Donc, delta F systolique va être supérieure à delta F diastolique. Cette fréquence Doppler, delta F, appartient à la gamme des fréquences audibles. C'est pour cela, donc, cette fréquence peut alimenter un haut-parleur et le médecin entraîné peut distinguer grâce à la tonalité du son si le son est aigu ou bien grave ou bien normal
Bien entendu, au sein d'une sténose, la vitesse doit augmenter pour maintenir un débit correct. Dans ce cas, la vitesse augmente au sein de la sténose et delta F, dans ce cas, augmente. Donc, le son devient plus aigu. Delta F aussi peut être représenté sous forme d'une courbe de vélocité en fonction du temps. Bien entendu, ici, c'est la vitesse augmente au cours de la systole, diminution au cours de la diastole. La représentation de delta F avant la sténose. Ici, au sein de la sténose, vous remarquez que delta F augmente, car la vitesse au niveau de la sténose augmente. Et dans les parties en amont de la sténose, il y aura diminution de la pulsation, c'est-à-dire la courbe elle est un peu aplatie parce que la quantité du son qui arrive à ce niveau diminue. Quels sont les avantages et les limites? C'est une technique qui est très sensible au débit long, c'est-à-dire même une variation faible de fréquence peut être détectée parce que l'émission et la réception c'est en continu. Ensuite, il n'y a pas de limite pour les débits rapides, en particulier artériels. On va voir pour l'autre modalité que les débits rapides peuvent poser des problèmes. En plus, l'appareillage est léger et le coût de cette technique est faible. Les limites, on a dit que la fréquence Doppler détectée représente une moyenne. Donc, il n'y a pas aussi une localisation spatiale. L'autre modalité, c'est le Doppler pulsé. Donc, il y a un seul transducteur qui va jouer le rôle d'émetteur et de récepteur d'une façon en alternance. Donc, il y a émission d'une première pulse, puis après un certain temps, c'est l'émission d'une autre pulse. Entre les deux pulses, la sonde joue le rôle d'un récepteur. La fréquence avec lesquelles ces pulses vont être émis, je parle ici des fréquences d'émission de ces pulses, pas la fréquence de l'onde ultrasonore. Donc, la fréquence des pulses, on la note PRF, Pulse Repetition Frequency, qui sera bien ajustée en fonction du débit ou bien en fonction du profondeur. Ainsi, si le vaisseau est profond, donc il faut laisser le temps à l'onde, ou bien à l'onde ultrasonore pour aller jusqu'à une profondeur donnée, faire le chemin inverse pour envoyer le deuxième pulse. Donc, si vous allez explorer un vaisseau profond, la PRF doit être faible. Deuxièmement, pour les débits artériels sont plus rapides par rapport au débit veineux. Ainsi, delta F au niveau, la fréquence Doppler au niveau artériel est plus rapide. Donc, il faut utiliser une PRF plus grande pour les débits artériels par rapport au débit veineux. Sinon, il y aura une ambiguïté et un calcul erroné de delta F. On a dit entre deux pulses, la sonde, le transducteur, va jouer le rôle d'un récepteur. Donc, on peut bien ajuster notre fenêtre d'échantillonnage qui correspond à un volume bien déterminé. Donc, dans ce cas, il n'y a pas le problème spatial. C'est-à-dire, on sait d'où vient exactement notre signal. Donc, on peut l'ajuster soit en profondeur, soit en largeur, cette fenêtre d'échantillonnage.
Les avantages, cette technique pulsée, elle peut être associée à une image échographique brillance. En plus, on peut calculer les débits et on peut savoir exactement l'origine du signal. Les limites. Étant donné que le signal est émis sous forme de pulse, donc les débits longs, en particulier veineux, sont faiblement détectés, le coût il est un peu élevé, mais surtout, il y a le risque d'ambiguïté en fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la PRF soit supérieure au moins ou égale à 2 fois delta F. Si vous avez un signal sinusoïdal delta F avec une demi-période positive et une demi-période négative, donc pour avoir une idée correcte de ce qui se passe, il faut au moins jeter un coup d'œil une fois pendant la demi-période positive et une deuxième fois au niveau de la deuxième période négative. Donc, si vous avez un signal avec une fréquence F, delta F, il faut au moins le mesurer 2 fois pour que le calcul soit correct. Et enfin, il y a le risque d'ambiguïté en profondeur. On sait, on a dit déjà, un vaisseau profond, que la PRF doit être faible pour laisser le temps au plus d'aller jusqu'à une profondeur bien déterminée et faire le chemin inverse. Donc, un vaisseau profond avec un PRF qui est faible, donc vous risquez rapidement d'avoir cette ambiguïté en fréquence. Parce que votre PRF est déjà faible. Et on a dit que la PRF doit être au moins supérieure ou égale à 2 fois la fréquence Doppler. Le Doppler couleur, donc le principe est simple. Sur chaque point de l'image brillance, la vitesse et la direction du flux sanguin vont être calculés. Par la suite, il y aura un codage couleur. En bleu, si le flux s'éloigne de la sonde. En rouge, si le flux se rapproche de la sonde. Et ces deux couleurs, rouge ou bien bleu, vont être plus ou moins claires. Donc, il y aura une saturation vers le blanc lorsque la fréquence Doppler augmente. Voici un exemple. Donc, au niveau jugulaire et au niveau de la carotide. Ou bien au niveau du foie. On passe aux évaluations. Premièrement, en échographie B, on utilise une fréquence de 10 MHz pour l'exploration du foie. Donc, c'est faux, il faut une faible fréquence, entre 3 et 5 MHz. Petit b, l'intensité est constante lors de la propagation dans un milieu homogène. C'est faux. Donc, il y aura atténuation, quel que soit. C, la lentille acoustique assure une meilleure résolution latérale. C'est vrai. L'amortisseur atténue en profondeur l'intensité du faisceau ultrasonore. Faux. L'amortisseur donc permet d'amortir les mouvements de la sonde lors de la réception pour avoir une meilleure résolution en profondeur. Il faut 2 transducteurs, un pour l'émission et l'autre pour la réception. En échographie B, c'est le même transducteur qui joue à la fois le rôle d'émetteur et de récepteur. Donc, réponse exacte, c'est évaluation 2. En Doppler continu, la fréquence de Doppler est audible. Vrai. On peut réaliser une échographie B. Faux. Donc, c'est le mode pulsé. Qu'on peut réaliser aussi une échographie B. Le sens de déplacement du son est codé en couleur. Donc, c'est en mode pulsé. C'est faux.
La sonde comporte un seul transducteur. C'est faux, c'est deux transducteurs. L'un pour l'émission, l'autre pour la réception. Tous les deux tous les deux fonctionnent d'une façon continue. Et on peut mesurer le débit sanguin au niveau d'un vaisseau. C'est faux, donc on va avoir uniquement une vitesse moyenne ou bien une fréquence Doppler moyenne. En échographie B, la résolution en profondeur est améliorée par focalisation électronique. Faux, donc la focalisation électronique assure une meilleure résolution latérale. La résolution latérale est améliorée par une lentille acoustique. Vrai. L'utilisation des basses fréquences est obligatoire pour explorer la glande thyroïde. Donc c'est le contraire. Pour les organes superficiels, on utilise une haute fréquence. Petit d. L'atténuation du faisceau est négligeable dans un milieu solide. C'est faux. Donc l'atténuation n'est pas négligeable. Enfin, l'émission des ultrasons est continue. C'est faux. Donc la sonde va jouer le rôle d'un émetteur et de récepteur et ces deux fonctions sont faites d'une façon alternative. Donc c'est pas d'une façon continue. Évaluation 4. En échographie B, le gel augmente la réflexion des ultrasons. C'est le contraire. Donc le gel joue le rôle d'un adaptateur de fréquence, d'impédance, pour que les ondes ultrasonores puissent traverser les partiments. B. La focalisation du faisceau est obligatoire pour explorer les organes profonds. Oui, c'est vrai, parce qu'un organe profond, on doit utiliser une basse fréquence. Et lorsque vous allez utiliser une basse fréquence, la taille de la zone proximale va être courte. Donc, le faisceau diverge rapidement. Donc, il faut focaliser votre faisceau. Petit c. L'atténuation est importante. L'atténuation est importante en profondeur pour les fréquences faibles. C'est le contraire, donc c'est pour les fréquences élevées. Petit d. L'amortisseur améliore la résolution latérale. L'amortisseur, donc c'est faux, améliore la résolution en profondeur. Petit e. On utilise une fréquence de 10 MHz pour l'exploration de l'abdomen. C'est faux. Donc, pour l'abdomen, on utilise une fréquence de 3,5 à 5 MHz. Cinquièmement, en Doppler pulsé. Le codage couleur est donné par le sens de l'écoulement sanguin. C'est vrai. La sonde doit être perpendiculaire au vaisseau exploré. C'est le contraire. Il faut incliner la sonde. Il faut que cos θ est différent de il faut que θ soit différent de 90 pour que cos θ soit différent de 0. Sinon, vous allez avoir une fréquence Doppler nulle. Le risque d'aliasing est important pour les vaisseaux superficiels. Donc, c'est le contraire, c'est le vaisseau profond. Parce qu'un vaisseau profond, le temps aller-retour augmente. Donc, la PRF, dans ce cas, est faible. Or, on a dit que la PRF doit être supérieure ou égale à 2 fois delta F. Petit d. La mesure du débit sanguin au niveau d'un vaisseau n'est pas possible. C'est l'indication même de l'examen, donc c'est faux. Et enfin, la PRF doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence Doppler. C'est vrai. Sixièmement, préciser l'aspect échographique au niveau des points A et B. Donc, pour un kyste, c'est une zone anéchogène, R égale 0. B, il y aura un renforcement postérieur. Septièmement, préciser l'aspect échographique au niveau des points A et B. A, calcification, donc viséré hyper-échogène. Et B, c'est sombre, donc c'est un cône d'ombre postérieur. Huitièmement, en échographie B, on veut explorer une structure située à une profondeur de 6 cm.
calculer le délai minimum entre deux impulsions. On donne célérité au niveau des parties molles, 1540 mètres par seconde moins 1. Donc, 2x égale le temps correspond au temps aller-retour, et ce temps va être égal 2 fois donc la profondeur sur C. Donc c'est 7,79 10 puissance moins 5 secondes. Deuxièmement, la largeur de l'image est de 8 cm. Le nombre de lignes par image est de 128. Calculer la largeur d'une ligne explorée. Donc il suffit de diviser 8 cm par 128. Ça va être 0,6 mm. Évaluation 9. Calculer la cadence maximale d'image, c'est-à-dire nombre d'images par seconde, en tenant compte des données précédentes. Évaluation 8. Bien entendu, les données précédentes en termes de célérité et en termes de profondeur de la zone à explorer. Donc, profondeur 6 cm et la célérité 1540 mètres 1540 mètres secondes de moins 1. On a dit que l'image est constituée ligne par ligne. Je vais considérer n nombre d'images par seconde. L, le nombre de lignes par image. Le produit, ça va être nombre de lignes par seconde. L'inverse, c'est la durée pour explorer une ligne. Il faut que cette durée, 1 sur L, soit égale à 2Z sur C. 2Z sur C, c'est le temps nécessaire pour que l'onde ultrasonore arrive au point Z, puis retour de nouveau à la sonde. Donc 2 fois Z. Donc 1 sur L doit être égal à 2Z sur la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore. Donc on va avoir cette égalité, n égale nombre d'images par seconde égale la célérité divisé par 2 nombre de lignes Z. On va avoir une cadence de 100 images par seconde. Et cette cadence est considérée comme une cadence suffisante pour avoir une fluidité de l'image. Je vous remercie pour votre attention.